ministre. La parole est à Madame Marie-France Leroux. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Garde des Sceaux. Les détenus radicalisés qui seront condamnés pour terrorisme sont 56% à sortir de prison d'ici 2020. Le 21 novembre 2018, Thibault de Montbrial, avocat au barreau de Paris et membre du conseil scientifique de l'école de guerre, tirait la sonnette d'alarme. Les terroristes islamistes qui vont être libérés sont, selon cet intervenant, des Français ou francophones que l'on dénombre par milliers. La grosse crainte, disait alors maître Montbrial, c'est sur les années 2018, 21 et 22, où nous risquons d'assister à une montée en gamme des attaques qui s'apparentent à ce qu'il se passe au Mali, en Syrie et en Afghanistan. Officiellement, une quarantaine de djihadistes ont retrouvé la liberté depuis 2018. Demain, le nombre de terroristes islamistes libres ne va faire qu'augmenter. Ce sont 43 djihadistes qui devraient sortir de prison en 2020 et une soixantaine en 2021. De plus, depuis quelques jours, la Turquie ne retient plus des flux de migrants qui cherchent à rentrer en Europe. Madame la garde des Sceaux, vous évoquiez la possibilité d'un retour des djihadistes en France le 11 janvier dernier. Votre cabinet ministériel, démentant cette information, soulignait que les djihadistes doivent être jugés dans les endroits où ils ont commis leurs exactions. La loi du 30 octobre 2017 qui a sorti les sorties de prison des terroristes islamistes d'un arsenal de surveillance administrative et d'assignation à résidence n'est évidemment pas suffisante. Comment nos services de renseignement vont-ils pouvoir surveiller chacune des personnalités suspectes 24 heures sur 24 ? Madame le ministre, quelles dispositions fortes va prendre le gouvernement pour empêcher la sortie de plusieurs dizaines de détenus dangereux dans les prochaines années ? Comptez-vous frapper ces détenus qui haïssent viscéralement notre nation d'une déchéance de nationalité légitime, alors même qu'en 10 ans, la France n'en a prononcé que 13 ? Comptez-vous laisser les États souverains juger les terroristes français qui ont agi sur leur terre ? Je vous remercie. Madame la députée, la parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux et ministre de la Justice. Madame la Présidente, Mesdames les députés, Messieurs les députés, Madame la députée Leroux, vous m'interrogez sur le suivi en détention et post-détention des personnes qui ont été condamnées pour faits de terrorisme. Je dirais deux éléments qui me semblent importants. En détention, ces personnes font l'objet d'un suivi extrêmement précis, c'est-à-dire qu'elles sont encadrées pour tenter de prévenir les phénomènes de violence qui les ont conduits à accomplir les actes pour lesquels ils ont été condamnés. Ils sont également suivis par le renseignement pénitentiaire qui est en mesure, de cette manière-là, de prévenir d'éventuelles récidives. À la sortie de la détention, cette sortie de la détention étant évidemment liée au prononcé des peines par les juges. À la sortie de la détention, ils font encore l'objet soit d'un suivi judiciaire qui est alors prononcé par un juge qui est un juge spécialisé, le juge d'application des peines en matière de terrorisme, soit d'un suivi administratif qui implique la mise en place de mesures administratives par l'autorité préfectorale et par les services de renseignement. L'ensemble de ces mesures fait que nous sommes en capacité de savoir, bien entendu, ce que font et où sont les personnes qui ont été condamnées pour des faits de terrorisme. J'ajouterai un dernier mot. Il est possible, et mes services travaillent actuellement en ce sens, il est possible sans doute d'améliorer le cadre juridique qui est applicable en la matière, mais cela doit se faire dans le cadre de l'état de droit et dans le respect des libertés et des garanties fondamentales prévues par notre Constitution. Je crois que c'est cela qui est un état de droit. Nous devons et assurer la sécurité et garantir les exigences constitutionnelles. Ce sont à ces deux objectifs que nous nous assignons. Merci Madame la garde des Sceaux. La parole est à Monsieur Boris Vallaud. Monsieur le Premier ministre, après l'échec de la commission spéciale, après l'échec du débat en séance sur le projet de loi sur la réforme des retraites, 39 articles, 27 ordonnances, des centaines d'amendements n'auront fait l'objet d'aucun examen de fond. Nul ne peut sérieusement prétendre aujourd'hui que la représentation nationale est correctement informée des tenants et des aboutissants de cette réforme importante. C'est pourtant une obligation constitutionnelle et il est regrettable que vous ayez préféré la démocratie expéditive au débat de fond. Demain, à 10h30, en commission des affaires sociales, la recevabilité de la commission d'enquête socialiste sur la sincérité de l'étude d'impact sera examinée.
Une étude d'impact critiquée par le Conseil d'État, critiquée par les organisations syndicales, critiquée par l'essentiel des analystes, y compris des économistes qui vous furent proches et qui aujourd'hui prennent leur distance. Une commission d'enquête dont la recevabilité juridique ne fait l'objet d'aucun doute et qu'il est d'usage républicain d'accepter comme un droit fondamental de l'opposition. C'est une commission d'enquête qui sera utile à l'information de la représentation nationale, de toute la représentation nationale. J'entends pourtant dire dans vos rangs, parmi vos ministres, que votre majorité, votre gouvernement pourrait être tenté d'y faire obstacle. Ce serait une décision grave, une décision funeste pour notre démocratie parlementaire et une vilainie supplémentaire faite aux Françaises et aux Français. Monsieur le Premier ministre, comme chef du gouvernement, dans le respect de la séparation du pouvoir, mais surtout comme chef de la majorité que vous venez souvent voir ici même à l'Assemblée, pouvez-vous nous dire l'inverse de ce que nous craignons et vous nous assurer que vous ferez tout votre possible pour que soit respecté ce droit fondamental du Parlement? Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, vous m'interrogez sur une question qui sera évoquée demain en commission des affaires sociales. Vous commencez votre question en indiquant que vous avez le sentiment que le gouvernement, faisant usage d'une disposition constitutionnelle, méconnaît le rôle du Parlement. C'est un avis qui vous appartient. Mais immédiatement après, dans la question que vous posez, après avoir, d'une certaine façon, regretté la façon dont le gouvernement traitait, si j'ose dire, la représentation nationale, vous demandez au chef du gouvernement de se prononcer sur une question qu'il appartient à la Commission des affaires sociales de trancher souverainement. Je dois dire, monsieur le député, que votre agilité intellectuelle me laisse pantois. Vous avez, d'une certaine façon, dans le passé, cautionné 6 fois l'usage du 49.3 et vous voilà aujourd'hui à critiquer un gouvernement qui l'utilise pour la première fois. Vous dites le gouvernement 2 fois, 3 fois, ça fait 6. Et vous dites aujourd'hui au gouvernement, vous vous immiscez, vous ne respectez pas les droits du Parlement, mais dites-nous ce que le gouvernement pense d'une question qu'il appartient au gouvernement de trancher. Monsieur le député, sérieusement, monsieur le député, il y a des dispositions qui s'appliquent en matière de commission d'enquête, vous le savez. Il y a des dispositions qui s'appliquent en matière de commission d'enquête, vous le savez. Il y a une discussion juridique qui peut se nouer, elle se nouera. Et il y a la position que prendront les parlementaires dans le cadre de la décision qui sera prise demain par la Commission des affaires sociales, et c'est très bien ainsi. Merci, monsieur le Premier ministre. Monsieur le député. Monsieur le Premier ministre, je ne me serais pas permis cette question si je n'avais pas eu des confidences que peut-être dans l'hémicycle un certain nombre de ministres déplorent sur les intentions du gouvernement. Je m'en fais l'écho. Si vous me rassurez, tant mieux, mais je ne le suis pas à cet instant. Merci, monsieur le député. La parole est à madame Frédérique Dumas. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, depuis 2001, grâce aux efforts de la communauté internationale, grâce à la Constitution adoptée en 2004, les femmes afghanes avaient acquis certains droits. Elles pouvaient sortir de chez elles, aller à l'école et à l'université, avoir accès au système de santé et à la justice, au Parlement et à la gouvernance. Tous ces droits étaient bien sûr très fragiles, absents de pans entiers du territoire et d'autant plus fragiles que la sécurité est depuis des mois remise en cause. Mais ces droits constituaient des acquis. Le représentant spécial américain, Zalmay Khalilzad, et le cofondateur du mouvement taliban, Abdul Ghani, ont signé samedi un accord dit de paix. L'accord bilatéral fait moins de 4 pages. 4 pages qui donnent aux talibans ce pourquoi ils se battaient depuis 2002, le retrait total des troupes américaines d'ici à 14 mois, avec comme perspective le rétablissement de l'État islamique. Nous savons ce que cela signifie pour les femmes. En juin 2019, avec mon collègue Aurélien Pradier, nous avons reçu une délégation de femmes afghanes qui nous avaient supplié de ne pas les abandonner. Le 3 juillet 2019, nous avons adressé un courrier au président de la République, co-signé par 75 députés, sénatrices et sénateurs. Nous n'avons reçu aucune réponse. D'ici 135 jours, environ 5000 Américains auront quitté l'Afghanistan. Les 8500 restants partiront d'ici 14 mois. 5000 prisonniers talibans seront libérés d'ici mars, les autres d'ici 3 mois.
2 jours après avoir signé l'accord, aujourd'hui, dit de paix, les talibans ont repris les combats. Les Américains nous avaient expliqué qu'à tout moment, ils pouvaient suspendre cet accord. Ne soyons pas naïfs, nous savons qu'il n'en sera rien. Élection américaine oblige. Nous sommes tous complices de cet abandon. En 2011, la France prenait la décision de retirer ses troupes d'Afghanistan. Le 31 2014, l'armée française quittait le pays après 13 ans de présence. Selon l'accord dit de paix signé samedi, les sanctions américaines contre le mouvement islamiste seront levées d'ici le 27 août prochain. On nous annonce que les sanctions seront donc levées par l'ONU à la même date. Monsieur le ministre, la France va-t-elle donner son accord à la levée des sanctions? Quel rôle la France va-t-elle jouer dans le cadre de l'ONU? Allez-vous laisser la lourde porte se refermer sur les femmes afghanes et sur l'Afghanistan et de ce fait sur l'humanité? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la députée Frédérique Dumas, je vais vous répondre sur cette question. Vous avez évoqué les 2 textes qui ont été rendus publics le 29 février dernier. D'une part, D'une part, la déclaration des gouvernements américains et afghans signée à Kaboul et d'autre part, l'accord entre les États-Unis et les talibans signé à Doha. Ce sont des accords signés. C'est une étape significative pour le processus de paix. L'accord américano-taleb contient en particulier un engagement antiterroriste des talibans. Et en parallèle, le gouvernement afghan et les talibans devront, vous l'avez rappelé, procéder à des échanges de prisonniers d'ici le 10 mars prochain. Et ensuite, le sujet sera inscrit au Conseil de sécurité. La France, pour l'instant, n'a pas définitivement adopté une position sur le sujet sous réserve d'inventaire. Mais le plus important de notre point de vue, c'est que s'ouvrent des négociations inter-afghanes et ce que nous souhaitons, c'est que l'ensemble des parties s'engagent en vue d'abord d'un cessez-le-feu complet, mais aussi sur une feuille de route inclusive qui peut permettre ensuite le retrait des troupes américaines. Et quand je dis feuille de route inclusive, j'intègre la préservation des acquis en matière de droits humains accumulés depuis le début du siècle dans les discussions qui ont pu avoir lieu au sein de la société civile afghane. La préservation des acquis démocratiques sont les conditions d'une paix durable et nous allons poursuivre nos discussions avec les représentants afghans des droits de l'homme, en particulier la ministre afghane, Mme Samar, que je recevrai vendredi. Et nous avons, à l'égard des femmes afghanes, des initiatives très fortes dans le cadre de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité en Afghanistan. Je pense en particulier au lycée pour filles de Malalai, à l'Institut médical français pour la mère et pour l'enfant à Kaboul. Nous sommes très attachés à préserver ces droits et à ce qu'ils rentrent dans la logique qui a été initiée par la signature de ces accords qui devront être maintenant à l'examen des différentes parties prenantes. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est à Madame Danielle Obono. Merci, Madame la Présidente. Il y a le courage, celui d'Adèle Haenel, de Aïssa Maïga, de femmes grévistes de l'hôtel Ibis Batignolles, de toutes ces personnes qui défoncent les murs du silence patriarcal depuis bien longtemps, de celles qui encore, en réaction au César de la honte, ont dénoncé les violences subies étant enfant sous le mot dièse « je suis victime ». Il y a le courage. C'est un geste de main et des mots qu'on lit sur les lèvres, c'est une prise de parole qui fige une assemblée, ce sont les manifestations, des collages, des dépôts de plaintes, en hausse de 42%. C'est regarder un monde minable en face et lui tourner le dos. Et puis il y a les réactions des dominants et dominantes et leurs réponses, de la salle Pleyel à Matignon. Honteuses, indignes, décidément pas à la hauteur, carrément en dessous de tout. En récompensant par des prix à l'artiste, pas aux pédocriminels bien sûr. En refusant de mettre les moyens humains et financiers nécessaires. Il faut au bas mot 1 milliard, là, maintenant, pas étalé sur plusieurs années en autorisation d'engagement. Pour les 130 000 filles et 35 000 garçons qui subissent chaque année des viols et tentatives de viol. Il faut 1 milliard, pas pour faire de la com ou en récupérant 830 millions dans les budgets de l'aide au développement ou de la solidarité. Parce que 65% des femmes tuées par leurs partenaires ou ex-partenaires avaient déposé plainte. Pour les survivantes, celles qui parviendront à franchir la porte d'un commissariat, pour qu'elles soient correctement reçues et écoutées, pour garantir qu'elles soient hébergées et donc qu'elles puissent quitter leur domicile, pour un suivi social et psychologique, pour des juges et des enquêteurs et enquêtrices spécialement formés, des travailleurs et travailleuses sociales, des infirmiers et des infirmières. 1 milliard, au bas mot, rien que pour une politique de lutte contre les violences sexuelles un tant soit peu conséquente. Monsieur le Premier ministre, où est-il ce milliard? Merci, Madame la députée.
La parole est à Madame Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations auprès de Monsieur le Premier ministre. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée. Vous commencez votre question par saluer le courage des femmes qui parlent et bien évidemment, je vous rejoins. Nous saluons depuis MeToo, depuis quelques années, le courage de ces femmes qui parlent des violences sexistes et sexuelles qu'elles ont vécues, qu'il s'agisse de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, de viol, de violences conjugales et même d'excision, d'exploitation sexuelle.